Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tout au Philo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Diogène de Sinope, un personnage assez controversé du monde antique, qui est un des contemporains de Platon, en tout cas qui a vécu à peu près à la même époque, et qui a une influence radicalement différente sur toute la pensée philosophique de l'époque, qui se rapproche assez finalement de la pensée qu'on retrouvera ensuite chez Épicure, mais qui va s'en distinguer sur certains aspects. C'est un personnage qui est souvent caricaturé ou qui est souvent associé à une image d'Épinal comme étant un homme vivant dans une amphore, toujours avec une écuelle à la main et prônant la pauvreté et le dénuement. Étant toujours vêtu d'un simple manteau et marchant dans les rues d'Athènes. Mais en réalité, derrière ce personnage, derrière cette image qu'on a gardée de Diogène, se cache un véritable penseur, un des fondateurs d'un des courants de pensée philosophiques les plus importants, qui est le cynisme, et dont il va être avec Antisthène l'un des pères fondateurs. Donc ce Socrate devenu fou, ce Diogène assez particulier, est finalement un des maîtres à penser de la Grèce antique qui va s'opposer radicalement à Platon et à sa vision de l'homme idéal. On le verra d'ailleurs souvent prononcer dans les rues d'Athènes cette phrase symbolique «Je cherche l'homme», dont on verra qu'elle a plusieurs sens, mais dont le premier sens est évidemment de venir un petit peu titiller, si je puis dire, Platon, pour pas dire autre chose et qui est de dire mais où est ton homme idéal? Il n'existe pas, tu vois bien, puisque personne ne répond. L'homme idéal est une construction sociale, une autre convention qu'on a inventée, et qui ne mène finalement à rien de bénéfique. L'un de ces concepts fondamentaux qu'il va mettre en avant, c'est ce retour à la nature, cette déconstruction finalement des conventions sociales. C'est l'un des premiers penseurs grecs, et c'est là encore une révolution à l'époque, qui va essayer de déconstruire un petit peu l'image qu'on a du monde, l'image des conventions, de la hiérarchie sociale, de l'organisation sociale dans son ensemble, et qui va finalement rejeter toutes ces conventions. Mais ce rejet, il est double. Ce n'est pas un simple rejet comme aujourd'hui on aurait avec l'image des punks ou avec certains groupes qui rejettent justement l'ordre établi, notamment avec ce qu'on a vu dernièrement lors de l'invasion du Capitole. Non, avec Diogène, on est dans quelque chose de différent, de radicalement différent, qui est un rejet intelligent finalement, un rejet logique. Contrairement à ce qu'on a souvent pensé de Diogène, le rejet des conventions sociales est chez lui tout à fait logique et intéressant puisqu'il nous dit mais à quoi bon finalement s'entretenir dans ces conventions sociales, perdre du temps car c'est finalement ce qui arrive le plus souvent, perdre du temps et surtout perdre de sa liberté avec ces conventions sociales, c'est une erreur et il est tout à l'honneur de l'homme de se séparer de ces conventions et de chercher un chemin alternatif si je puis dire à la pensée dominante. Et donc, pour poursuivre un petit peu sur cette idée de la liberté, parce que c'est vraiment, je pense, une des leçons fondamentales qui va être posée par Diogène. Et c'est en ça qu'il rejoint énormément finalement le personnage de Socrate, et qui va venir un peu, si je puis dire, challenger, ou en tout cas mettre à mal la philosophie de Platon, qui retranscrit un peu cette image du Socrate, que dans les dialogues, on a toujours un peu cette impression de, effectivement, pensée théorique, concept un peu abstrait, alors qu'avec Diogène, on est complètement dans l'opposé. On est dans l'autre partie de Socrate qu'on avait un petit peu évoqué quand on parlait de l'apologie, qui dit effectivement la philosophie c'est d'abord quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on expérimente, et c'est par l'expérience, ou en tout cas par la pratique, que l'on est philosophe. Ce n'est pas par une conceptualisation, une pensée abstraite ou des concepts qu'on devient philosophe. Philosopher, c'est d'abord exister. Et là, c'est vraiment un des messages fondamentaux de Diogène qui va être source d'inspiration pour beaucoup, notamment pour Rousseau et pour Sartre. Et donc ce qui est intéressant avec Diogène, c'est qu'on retrouve cette figure finalement de la liberté, de la philosophie comme étant quelque chose qui s'éprouve, qui rencontre une résistance au réel. Et ça c'est fondamental, je pense, pour comprendre un petit peu ce qu'a voulu apporté, en tout cas Diogène, et qui a été ensuite détourné un peu avec cette image que l'on retient de lui comme étant un homme un petit peu marginal, souvent associé à l'image d'un chien errant dans les rues d'Athènes, vivant un peu comme un clodo, alors que c'est complètement différent, et son rejet des normes sociales est une forme de liberté, ou en tout cas de recherche de liberté.
Ça, c'est un des messages fondamentaux qu'il faut comprendre avec la pensée de Diogène. L'autre élément, donc, qui va être caractéristique du cynisme, c'est le fait de vivre en autarcie, ou en tout cas avec une espèce d'ascèse, c'est-à-dire avec une suffisance, ou en tout cas une autosuffisance, se contenter de peu, finalement. Et ça, c'est un message qu'on retrouvera à la fois chez Épicure, mais surtout chez les stoïciens, et qui est assez novateur pour l'époque aussi, puisque dans la Grèce antique, en tout cas à Athènes, il faut s'imaginer des grands propriétaires vivant un petit peu dans le faste, s'occupant effectivement de choses assez nobles, allant tous à l'agora sur une grande place publique finalement où chacun échange et vide de ses conventions sociales. Et par rapport à cette pensée dominante, on va retrouver des personnages un petit peu marginaux, notamment le personnage de Diogène qui justement vit en marge de tout cela et se moque. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à comprendre si on veut évoquer Diogène, c'est le fait qu'on est dans la moquerie. On se moque des conventions, on se joue finalement des puissants et de l'ordre établi. Ce n'est pas une provocation gratuite, c'est vraiment une sorte de mise à distance de tout cela. Au fond, à quoi bon toutes ces conventions? À quoi bon cet état social que l'on retrouve beaucoup trop dans nos vies et qui gouverne et nous empêche finalement d'être vraiment libres, de vraiment nous accomplir? Et donc finalement, dans ce refus de la richesse, dans ce refus des conventions sociales, se cache une véritable doctrine, ou en tout cas une véritable pensée de la vie, une pensée comme étant effectivement que la liberté est à l'origine de tout chez l'homme et que dès lors qu'on rentre dans les conventions sociales, alors nécessairement on condamne une partie de sa liberté. D'où l'importance de maintenir toujours son indépendance et son autosuffisance. Enfin, un des derniers points qui est indispensable à comprendre chez Diogène, c'est cette idée d'irrévérence qu'on va souvent lui associer, mais aussi, je dirais, d'universalisme. Et ça, c'est un des traits qu'on oublie bien souvent quand on parle du cynisme, alors que c'est fondamental. Cette idée d'universel, effectivement, que va faire émerger Diogène. Il dira d'ailleurs « Je suis un homme du monde ». Il faut voir un petit peu à quel point c'est une révolution pour l'époque, puisqu'on est dans un monde grec, comme je le disais tout à l'heure, qui est plutôt tourné sur la vie dans la cité, l'agora, la place publique où chacun vient échanger, et en gros le monde est fermé autour de ça. Les Grecs ne supportent pas tout ce qui est infini, on va dire, ou en tout cas tout ce qui sort de la cité. Au-delà de la cité, on est déjà dans le métèque, c'est-à-dire l'étranger, celui qui n'appartient pas à notre cité. Et donc Diogène a déjà finalement cette intuition du monde, ou en tout cas de l'universel face au particulier. Et c'est là où il va prolonger et, si je puis dire, sublimer un petit peu la pensée socratique, puisqu'il va nous amener finalement à cette première distinction entre particulier et universel. Et c'est cette irrévérence, ou en tout cas cette idée d'universel, qui lui vaudra ce trait d'esprit qu'on lui prête bien souvent et auquel on associe son nom, effectivement, qui est ce trait qu'il a eu pour Alexandre, Alexandre le Grand, qui était venu le rencontrer, et qui lui avait demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui, et auquel Diogène avait simplement répondu « ôte-toi de mon soleil ». Mais il faut comprendre dans cette phrase quelque chose de bien plus profond, qui est de dire mais en fait le soleil et le monde en tant que tel sont des choses qui te dépassent, mon grand. Donc t'as beau avoir conquis en gros la moitié du monde, ou en tout cas tout le monde connu pour l'Antiquité, le soleil t'échappera toujours et il y aura toujours quelque chose qui se cachera derrière toi. Et donc tu ne pourras jamais acquérir la pensée universelle. Tu ne pourras jamais atteindre cet idéal de l'homme dont on nous rabat les oreilles et dont Platon n'arrête pas de faire l'éloge. Et encore une fois, on retombe sur ce que je disais au tout début de cette vidéo avec cette fameuse phrase « Je cherche l'homme ». Et bien, si on s'appuie un petit peu sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on comprend davantage cette idée de chercher un homme. Et enfin, je dirais une dernière comparaison qui me paraît essentielle pour saisir la différence entre Diogène et Socrate. Diogène, c'est finalement celui qui frappe. Et cette image, elle est donnée par celle du bâton qu'on retrouve, puisqu'il se déplaçait toujours avec un bâton avec lequel il poussait les gens qui étaient devant lui, ou en tout cas qui étaient dans son passage. Et donc finalement, Diogène, c'est un petit peu ce personnage qui écarte, ou en tout cas qui rejette celui qui s'oppose à lui. Là où Socrate tend la main à son adversaire et cherche par tous les moyens à le convaincre. Diogène dit ça ne sert à rien de convaincre, il n'a qu'à vivre, expérimenter, et ensuite il comprendra. La philosophie, c'est un engagement.
Et ça, c'est, je pense, un des messages qu'on a un peu oublié avec Diogène et qui pourtant est un des fondements de sa pensée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, j'ai essayé de découper un petit peu plus en termes de plan, même si Diogène est vraiment très difficile à représenter, ou en tout cas à évoquer dans une vidéo qui parle de philo, puisque c'est un personnage, vous l'avez compris, extrêmement complexe, extrêmement divers, et dont il nous reste malheureusement très peu d'écrits, puisque la plupart ont disparu, et on a reçu, en tout cas on a compris ce personnage que tardivement et grâce à des intermédiaires, et non pas directement en ayant accès à ces textes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous l'expérience de Diogène, ou en tout cas les traits d'esprit qu'a pu avoir cet homme, et qui nous pousse aujourd'hui encore, je pense, à réfléchir sur notre condition et sur l'importance des conventions.